Bonsoir. D'abord, merci aux amis du temps des cerises de m'inviter. Les choses ont été faites dans les grandes largeurs, puisqu'on m'a organisé une retraite au flambeau. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai trouvé ça charmant, tout à fait réussi, suivi d'un repas local, folklorique, coréen, une spécialité d'Auvergne, du riz dans une feuille de vigne avec du saumon dedans. Oui, c'était chaud. Donc tout ça est fait vraiment pour, évidemment, me mettre dans les meilleures dispositions du monde pour vous parler. Non, plus sérieusement, la série que nous avons fait avec Bertrand Roté n'a pas 4, mais 6 épisodes. C'est-à-dire que Arte a eu cette idée saugrenue de n'en diffuser que 4 à l'antenne, ce qui est assez curieux. Imaginons un roman où l'éditeur déciderait de ne publier que 4 des chapitres sur les 6. Alors, heureusement, il y a d'abord eu le système d'Arte où on peut revoir les choses, puis la VOD, puis maintenant le DVD, qui, toute modestie mise à part, sont en train de battre les records dans tous les domaines. Les 6 épisodes qui tournaient pour nous autour de la question de la production sont sur le travail, l'emploi, le salaire, bien sûr le profit, le capital et le marché. Donc vous allez voir le dernier épisode qui est... chacun pouvait se voir indépendamment les uns les autres, mais bien évidemment, si vous avez l'occasion soit de le voir en DVD, soit de le voir en VOD, il y a une cohérence de récit sur l'ensemble des choses que nous avons menées. Juste, je ne veux pas du tout retarder la projection, parce que c'est quand même d'abord ça qui est important, juste pour dire que beaucoup de ce qui nous a motivés, Bertrand Roté et moi, pour faire ce travail, était cette idée répétée sur tous les médias comme une vérité révélée, qu'en réalité, l'économie serait réservée à des économistes spécialistes de l'économie et que, par définition, le public, les citoyens, les citoyennes seraient incapables d'y comprendre quelque chose. Bien évidemment, c'est un mensonge éhonté et un leurre. Je donnerai comme exemple que si quelques-uns d'entre vous ont eu l'occasion de lire de Marx « Travail, salarié et capital », Travail, salarié et capital est une conférence que Marx a faite à des ouvriers. Et alors on se dit, soit les ouvriers du XIXe siècle étaient d'une intelligence exceptionnelle, d'une capacité d'analyse et de réception incroyable, soit tout simplement on essaye aujourd'hui d'abêtir le public, de donner cette idée qu'il y aurait quelque chose d'incompréhensible. C'est tout le contraire. Voilà, donc je laisse la projection, ce qui est quand même la chose importante, et nous aurons l'occasion d'en parler ensuite. La fin de ce film a été, pour Bertrand Roté et pour moi, assez surprenante, parce que nous n'avions pas sollicité les chercheurs sur la question, l'évolution, si je puis dire, du néo-capitalisme. Bien sûr, nous partageons avec eux un certain nombre d'analyses sur l'idée que cette forme d'économie arrive dans une sorte de fin de cycle, et on le voit comment partout dans le monde éclatent des conflits de plus en plus violents, dans la mesure où les inégalités se creusent sur tous les continents avec une profondeur et une cruauté évidemment insupportable. Mais cette analyse-là, je crois que beaucoup la font, vous pouvez la faire de la même manière que nous la faisions. Ce qui est plus étonnant pour nous, ça a été cette idée que derrière le néolibéralisme ressurgirait une autre théorie économique qui est le mercantilisme, ce que dit très bien Alain Supiot, quand des États impériaux
s'opposent, donc la Chine et les États-Unis, pour imposer leur monopole dans des pays qui n'ont pas les moyens de se défendre, et que cette forme d'économie, qui est à l'œuvre dès aujourd'hui, porte en elle le risque, le danger d'une guerre. Et pas d'une guerre froide, et pas d'une guerre commerciale, mais d'une guerre ouverte. Et comme le disait McEwan, pour l'instant, les Américains et les Chinois se frôlent en mer de sud de Chine jusqu'au moment où ils ne se frôleront plus. Donc ça a été très étonnant pour nous de sentir remonter dans leur interrogation sur l'économie ce danger militaire qui sourd l'impression de beaucoup de pays, de beaucoup de continents. Voilà, mais vous avez sans doute des questions à poser, je répondrai très volontiers. Donc je voulais préciser ça parce que c'est vrai que ça a été, enfin, juste peut-être encore le temps de vous laisser reprendre vos esprits. Le travail que nous faisons, et qui est de même nature que le travail que j'ai fait précédemment avec Jérôme Prieur, et je dirais même encore avant le travail que j'avais fait avec Nicolas Philibert, ne consiste pas à rencontrer des chercheurs, qu'ils soient des exégètes du Nouveau Testament ou du Coran, ou des chefs d'entreprise, ou comme ici, des économistes, des anthropologues, c'est là. Ce n'est pas d'aller les voir en tant que journalistes, nous ne sommes absolument pas des journalistes et nous ne sommes pas dans une relation d'interview, de questions et de réponses. Dès le premier film que nous avons fait, Nicolas Philibert, La voix de son maître, sur le discours patronal, nous avions compris et nous nous étions donnés comme consigne d'être ni les interlocuteurs, ni les contradicteurs des chefs d'entreprise que nous avions en face de nous. Notre seule position était le silence pour que le cinéma, dans sa forme, dans sa structure, devienne l'outil critique du discours. Et là, on était dans la même chose. Et donc, le travail consiste à, bien entendu, lire et lire encore ce que les uns et les autres publient. Toutes ces personnes ont publié des textes. Ensuite, d'aller les voir avec des hypothèses qui sont nos hypothèses et que nous leur demandons au fond de réfléchir à voix haute. C'est un exercice très très délicat parce qu'il ne s'agit pas de faire un cours magistral, il s'agit réellement de réfléchir et de réfléchir devant la caméra. Or, le tournage dure en moyenne 5 ou 6 heures et c'est un effort physique extrêmement important de parler pendant 5 ou 6 heures et de se risquer, j'ai envie de dire, pendant 5 ou 6 heures. Et c'est ça aussi qui fait, je crois, la qualité de ce qui est dit, parce que ce n'est ni du réchauffé, ni du pré-mâché, et parce que je crois que les unes et les autres sentent bien que la chose importante aussi, c'est la sincérité de l'expression. Et que c'est là qu'il faut se trouver le courage de penser à voix haute, ce qui est toujours délicat. Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur au fond de bord. Oui, alors, ça aurait été une question par rapport au tournant de l'économie française actuellement et de la régulation de l'économie par l'État. Parce que si j'ai bien saisi le propos des différents économistes, et de la naissance d'un mercantilisme, enfin d'un néo-mercantilisme, on a l'impression que la politique actuelle de libéralisation de l'économie en France la prépare à être, et en Europe plus généralement, la prépare non pas à être un État mercantile, mais à être un marché des puissances mercantiles. C'est ce qui m'apparaît. Et du coup, la première question, c'est est-ce que vous avez réfléchi justement la position de l'Europe dans cette rivalité États-Unis-Chine? Et deuxièmement, si pour résister au fait d'être un marché
mercantile et inventer une autre voie, quelle voie vous envisageriez? C'est peut-être un peu large. La première question irait très bien. Oui, c'est vrai que c'est un peu large, mais je vais m'y risquer quand même. Sur la position de l'Europe, je pense qu'il est, et c'est une des faiblesses insignes de l'Europe, impossible d'apporter une réponse univoque, tout simplement parce que l'Europe est cette union qui repose sur le principe de la concurrence. On sent bien qu'il y a là quelque chose comme un oxymore, de choses impossibles. Et donc, l'Europe ne se constitue pas comme un empire, entre guillemets, qui pourrait lutter et se mesurer à d'autres empires, mais comme un conglomérat de nations qui s'opposent les unes les autres sous le prétexte à la fois d'être unis mais concurrents. Donc on sent bien qu'il y a là quelque chose qui ne marche pas. Quant au rôle de l'État dans ces questions, il y a une chose qui m'avait beaucoup troublé au moment de la dernière campagne présidentielle en France. Alain Juppé a publié un livre qui s'appelle « Pour un État fort ». Le seul dans cette salle peut-être à l'avoir lu, mais je l'ai lu. Et à ma grande surprise, la définition, l'approche de l'État qu'avait Alain Juppé était, pour le moins, très largement discutable. C'est-à-dire que l'État, à ses yeux, d'ailleurs je pense que même il ne l'abordait pas, n'était pas l'outil qui par excellence doit garantir la liberté des citoyens, organiser autant que faire se peut une égalité entre eux, mais l'État était l'outil régulateur du marché. Parce que à la fois les économistes orthodoxes défendent l'idée que le marché se régule de lui-même, hein, c'est une vieille théorie économique, mais en même temps, dans la pratique, on sait que ça ne fonctionne pas. Et donc, par exemple, les Allemands, à travers ce qu'on appelle l'ordolibéralisme, sont déjà extrêmement interventionnistes au niveau de l'État par rapport à l'économie. Donc, on voit qu'il y a là quelque chose qui cloche, j'ai envie de dire, que c'est à la fois une sorte de rétrécissement de l'État à un rôle purement subalterne, et en même temps, une nécessité impérieuse pour l'ensemble des puissances financières d'avoir un instrument régulateur. Donc je crois que la situation actuelle en France est qu'on est finalement dans un espèce d'entre-deux. On est dans un discours ultra-libéral. La politique menée par M. Macron est ultra-libérale, mais elle est à peine plus libérale que celle menée par messieurs Valls et Hollande, qui, d'une certaine manière, ont préparé le terrain. Et on arrive à cette idée qui fait, d'une certaine manière, un peu froid dans le dos. On finit par se dire que le moins libéral de tous, c'était finalement Sarkozy. Donc il y a quelque chose d'assez troublant. Il l'était, bien entendu, hein, mais si on compare aux autres. Donc il y a ce côté-là, il y a cette tentation, alors cette fois-ci à l'allemande, ordo-libérale, d'être absolument dans celui qui régulera le marché, qui donnera les ordres, sauf qu'on s'aperçoit dans la pratique que c'est plutôt le contraire et que les politiques sont plutôt aujourd'hui stipendés et manœuvrés par les forces financières qui doivent tout simplement leur donner des ordres qu'ils sont chargés de mettre en place. Donc on est dans cette situation. Je ne sais pas si je réponds complètement à votre question, mais ça m'a évoqué ça. Donc on n'est pas, mais de toute façon je crois que ça n'existe dans aucune situation, on n'est pas dans un modèle unique, on est dans la superposition de modèles dont un prend par moment le pas sur l'autre, mais on est sur ça. Mais le néo-mercantilisme, pour l'instant en tout cas, à mon sens, n'atteint pas l'Europe et n'atteint pas la France, tout simplement parce qu'on n'a pas les moyens de ce néo-mercantilisme. On n'a ni les forces militaires, ni les forces économiques, ni les territoires nécessaires. Kako, le Togolais par exemple,
faisait une description assez effrayante des positions chinoises sur tout le territoire, sur toute l'Afrique. Donc il y a là quelque chose qui est en train de changer, parce que réellement, il nous disait notamment qu'au Togo, il y a des entreprises entières qui sont non seulement gérées par les Chinois, propriété des Chinois, mais aussi qui n'embauchent que des Chinois. C'est devenu une sorte de colonie d'une certaine façon. Donc on est dans cette situation-là, et c'est une situation, je trouve, politiquement très inquiétante, tout simplement, encore une fois, dans cette perspective d'un conflit majeur entre des États. Question ? Ouais, si j'ai suivi le film, bon d'accord, le capitalisme donné, il a gagné sur tous les terrains, et sa dernière forme ultra-libérale et néolibérale mènera à la guerre. Or, on sait que la guerre est un désastre écologique, toujours un désastre écologique. Est-ce que la véritable limite du capitalisme, c'est pas l'écologie, justement ? Sans doute, oui, bien sûr, mais enfin, ça n'a jamais arrêté qui que ce soit. Je veux dire, la question écologique, elle est évidemment au cœur de chacun de nous, mais les dirigeants actuels de l'ensemble des pays ne s'en soucient absolument pas, d'aucune manière. Je veux dire, on continue à vendre des armes et sans arrêt, les destructions des forêts équatoriales, tropicales, les mers sont... Vous savez, j'ai lu il y a 5-6 ans, dans Manière de voir, un texte d'un Américain qui devait être un biologiste, qui décrivait l'avenir des mers à 10 ans comme étant destiné à devenir des égouts à ciel ouvert, qu'il n'y aurait plus un seul poisson, plus un seul animal marin, plus d'oiseaux, plus rien. Donc quand j'avais lu ça, j'avais trouvé que c'était une présentation sans doute un peu forcée pour alerter sur les dangers. Aujourd'hui, je pense que c'était une présentation absolument réaliste et qu'on va vers ça. Et c'est notre incapacité à arrêter, à freiner tout ça qui est terrifiante, parce que notre impuissance face aux forces financières, elle est terrible. Juste une anecdote. On a tourné il y a 2-3 ans une vie du commandant Cousteau avec Lambert Wilson. Dans ce film, tous les poissons que l'on voit sont des poissons électroniques. Il n'y a pas un seul vrai poisson, parce qu'ils ont tourné d'abord en Méditerranée, il n'y avait pas de poissons, ils sont allés en Adriatique, il n'y avait pas de poissons non plus, et ils ont fini par tourner avec, sur fond vert, avec des poissons. Voilà. Là, on est dans cette situation-là, et je crois que la question écologique ne se posera pas en cas de conflit, et que seul l'intérêt, le profit primant, le reste devra suivre. On voit M. Trump, par exemple, n'a aucune hésitation sur la question. Disons qu'au moins il a pour lui de ne pas avoir un discours hypocrite. Ce qu'il veut, c'est à très court terme le plus d'argent possible, et donc si ça doit faire des dégâts, ça fera des dégâts, mais de ces dégâts sortiront quelque chose. C'est la théorie américaine. Oui, mais vous faites que confirmer que la véritable limite du capitalisme, ce sera l'écologie. Vous venez de donner de nouveaux arguments. Oui. Enfin, mais ça sera sa limite, mais ce sera une limite qui sera franchie sans la moindre hésitation à n'importe quel moment. Mais ça n'empêche pas, c'est pas contradictoire. Oui, bonsoir. Il faut garder quand même un peu l'espoir dans cet environnement qui est quand même très noir. Vous avez parlé d'une Europe aujourd'hui qui est avant tout une concurrence entre nations. Est-ce qu'on pourrait imaginer, peut-être,
puisque ça paraît difficile qu'un seul pays aujourd'hui européen puisse, de lui seul, entamer peut-être un autre chemin, je peux dire ainsi, une autre voie. Si on pourrait encore imaginer qu'aujourd'hui, l'Europe, tout en s'unissant différemment et en devenant de puissance, en effet, par rapport aux deux grandes puissances que vous parlez, qui sont tout de suite la Chine et les États-Unis, donc devenant une puissance, mais en même temps, pour tracer une autre voie, justement, une autre voie. Alors, on parle d'écologie, peut-être aussi à partir de l'écologie, peut-être, mais pas seulement. Social aussi est à prendre en compte, bien sûr. Bien sûr. Mais voilà, est-ce qu'on pourrait quand même imaginer aujourd'hui, penser, peut-être, même si c'est un désastre aujourd'hui l'Europe, quand même penser que peut-être l'Europe aujourd'hui, qui a quand même été, au tout début de l'histoire, quand même, dans l'histoire récente, c'est quand même un des premiers, enfin, une puissance importante dans l'écologie, pour ne pas non plus le nier. Voilà. Je vais tenir des propos plus radicaux. Non pas par une idée de me montrer plus radical qu'il le faudrait. Non, d'abord sur l'idée que je combats toujours, qu'il faudrait qu'il y ait d'abord un mouvement général. Je n'y crois pas du tout. Je ne crois pas du tout que les structures sont faites de telle sorte qu'il est impossible, et surtout à 29, d'imaginer que soudain, l'ensemble des parlementaires européens décidant de transformer l'Europe s'y mettent. Je n'y crois pas du tout. Et je crois que cette transformation, si elle viendra évidemment d'abord d'un pays, d'un seul pays, et pas de 10 pays, en espérant que, à travers cette avancée, d'autres s'y mettent. Alors, j'ai un exemple qui fait toujours rire parce qu'il est grossier, mais n'oublions pas que au XVIIIe siècle, en France, la monarchie était non seulement absolue, mais de droit divin. Et que personne n'imaginait, ou très peu, vraiment une poignée, imaginait une autre forme de gouvernance que la monarchie. Il a fallu qu'il y ait la Révolution française pour que soudain quelque chose apparaisse. Alors, bon, on ne va pas faire peut-être tout de suite, ou peut-être ce soir, ça serait formidable de sortir d'ici, de faire la Révolution, mais non, c'est pas ça. Je crois qu'il faut se dire qu'il n'y a pas cette barrière-là, qu'il n'y a pas la barrière de la nécessité d'avoir le soutien des uns et des autres. Parce que le problème que nous connaissons tous de l'Europe, c'est d'abord l'histoire des différentes nations, les différentes langues, les différentes cultures. Il y a des choses avec qui on pense le monde différemment. Moi, j'ai eu une expérience très intéressante. J'ai été pendant près de 2 ans au comité, je ne sais plus comment ça s'appelait, la commission de contrôle d'Arte, qui est une commission de contrôle franco-allemande sur les programmes, où on discute des programmes, etc. Et c'était tout à fait passionnant de voir à quel point nos collègues allemands ne pensaient pas du tout comme nous. Et qu'il fallait faire, c'était formidable pour ça d'ailleurs, un effort pour comprendre leur façon d'approcher les questions que nous traitions, et de même, eux devaient faire cet effort. Et rien que la composition de la commission était déjà significative. Étaient dans la commission du côté allemand 3 anciens ministres de la culture des Landes, un ancien ministre, enfin bon, des gens de cette nature-là. Étaient du côté français cinéastes, producteurs, éditeurs, etc. On n'était pas du tout du même monde. Et voilà. Et donc il y a ce problème-là qu'il faudrait arriver à dépasser. Le problème est que l'actuelle l'actuelle structure économique de l'Europe étant là aussi ultra-libérale, les capacités de briser ça sont très modestes, quasiment nulles. Alors que, notamment, si je prends un exemple proche de nous, de la France, parmi les choses inexcusables du gouvernement Hollande-Valls, ça a été la place
désastreuse des services publics. Je veux dire, il n'y avait pas grand-chose à espérer de M. Hollande lorsqu'il a été élu, mais quand même, il y avait, et beaucoup l'avaient publié, j'en avais publié aussi, l'idée qu'il fallait rendre au service public la place qui doit être la leur, parce que c'est une question fondamentale. La question salariale, à mon sens, est indissociable de la question des services publics. Parce que, sans rêver à un monde idéal où chacun aurait selon ses besoins et sa nécessité, en pensant à la société telle que nous la connaissons dans cette forme de capitalisme, ou même en espérant réduire de beaucoup l'éventail des salaires, on peut penser qu'il y a toujours des gens qui gagneront plus d'argent et d'autres qui en gagneront moins. Pour ceux qui ont les plus bas salaires, pour que la vie soit possible, il faut qu'il y ait des services publics puissants. Or, ça a vraiment commencé avec M. Sarkozy, qui avait pour lui au moins l'honnêteté de dire ce qu'il allait faire. Les attaques contre le service public, contre l'éducation, contre l'hôpital, contre les transports, etc., ont été manifestes. Or, messieurs Hollande et Valls, au lieu d'arrêter ça tout de suite et de rendre ces services publics une vigueur et une place qui leur est nécessaire, ont continué, ont accéléré, ont encore et encore ajouté sur ça. Or, ce combat-là, le combat des services publics, c'est un combat qui se mène de façon très très différente, par exemple en Allemagne, en Italie, etc. On n'est pas du tout dans les mêmes structures. Là, à l'occasion de l'anniversaire de la chute du mur de Berlin, on a vu quand même publier un certain nombre d'articles qui expliquaient comment les Allemands, les ex-Allemands de l'Est, pouvaient se sentir volés de ce qui avait été leur État. Et sur cette question-là, fondamentalement, sur la place de l'éducation des enfants, sur les crèches, sur le travail des femmes, etc., tout a été ratiboisé. On leur a dit, vous êtes libres, et bien formidable, mais vous n'avez plus rien. Vive la liberté. Donc, on voit que là aussi, la pensée est extrêmement différente. Donc, c'est vrai que c'est à la fois l'Europe est une idée formidable et on pourrait tous y adhérer. Personnellement, j'y adhère en tant qu'idée. Je me sens encore plus français qu'italien ou quoi que ce soit. Mais, moi, je suis du 20e arrondissement, Ménilmontant. Ça suffit, en même temps, comme l'Europe a été constituée dès le départ sur les bases économiques et non pas sur des bases culturelles et sociales, eh bien pour retourner ça, il faudra une révolution, il n'y aura pas d'autre mot, parce qu'il faudra réellement le retourner. C'est pour ça que je disais que j'allais tenir des propos plus radicaux. Mais c'est vrai que ça fait partie des combats qui se mènent quotidiennement, qui se mènent aujourd'hui en ce moment sur la question des retraites, qui se mènent depuis des mois et des mois sur la question de l'hôpital, qui se mènent aussi, et maintenant, et qui s'est déjà mené sur la question de l'éducation. Parce qu'on voit bien que le projet actuel, c'est pas le caricaturer en disant que à quoi rêve M. Macron. C'est très simple, au fond. Il rêve des écoles pour les riches, l'apprentissage pour les pauvres. Il rêve des cliniques pour les riches, des mouroirs pour les pauvres. Il rêve des conseils pour les riches, des tribunaux pour les pauvres. Il rêve des autocars pour les pauvres et des trains pour les riches. On voit bien, et c'est pour ça que même là aussi, si c'est exagéré de le dire, mais je ne pense pas que ce soit exagéré, on est dans une forme, non pas de lutte des classes, le terme me paraît finalement inapproprié, mais réellement dans une guerre de classes. On est vraiment dans la guerre des riches contre les pauvres, ou comme dans la célèbre gravure de Bruegel, des maigres contre les gros. On est sur cela. Donc c'est vrai que c'est pour ça aussi que je crois que c'est très important que l'ensemble des citoyens finalement accaparent les questions économiques, qu'ils cessent de se dire que les questions économiques sont réservées aux économistes. Ça nous appartient à tous et nous sommes tous capables de le penser et justement de réinventer d'autres structures.
Parce que je suis d'accord avec Frédéric Lordon. Frédéric Lordon explique que la question structurelle est fondamentale. Parce que ce qui est mis en place, et ce qui a été mis en place tout de suite après la guerre, par ceux qui sont aujourd'hui les vainqueurs, et qui étaient les perdants de la guerre, parce qu'ils avaient tellement collaboré avec les nazis qu'ils ont été obligés de faire profil bas, mais ils se sont tout de suite organisés. Et ils se sont organisés pour remonter des structures qui devenaient les structures des sociétés qui petit à petit se reconstruisaient. Eh bien, c'est à nous de penser ces nouvelles structures et surtout de ne pas craindre de le faire et de ne pas se laisser impressionner par ceux qui professent que de toute façon, ça nous dépasse. Ça ne nous dépasse pas. Et non seulement il y a ça, mais il faut aussi que nous réaccaparions le langage parce que nous sommes prisonniers, comme moi j'imagine vraiment un champ entouré de barbelés, du langage néolibéral qui invente cette langue qui avait été si génialement décrite par Orwell, la novlangue, où tout dit son contraire, le chef-d'œuvre absolu étant le plan de sauvegarde de l'emploi, qui est un plan de licenciement, un chef-d'œuvre indépassable. Je veux dire, eh bien, il faut lutter contre ça, et moi je suis intervenu encore très récemment pour dire aux syndicalistes: refusez qu'on vous désigne comme des partenaires sociaux. Vous n'êtes pas des partenaires. Alors si on vous appelle partenaires sociaux, désignez vos adversaires comme nos adversaires sociaux, comme ça on saura de quoi on parle. Il ne faut pas se laisser nommer par l'adversaire. Il faut sortir de ce langage, il faut sortir des structures de pensée et des structures qui organisent l'État et reprendre la place que l'État doit occuper. Enfin, l'État, il a un rôle fondamental. C'est une discussion très délicate, la discussion sur l'État. Mais enfin, il y a une chose qui, moi, m'a toujours marqué et qui désigne assez bien ce que j'imagine comme la place de l'État, ce qui est la devise de la République française. Liberté, égalité, fraternité. Pourquoi l'égalité est-elle au milieu? Pourquoi a-t-on mis l'égalité au milieu? Peut-être sublime inspiration ou peut-être réflexion, parce que la liberté, chacun d'entre nous aspire à la liberté, mais on sait bien que la liberté poussée à son extrême amène à l'oppression. Le capitalisme réclame sans arrêt plus de liberté. Donc, on sait qu'il y a un danger finalement de ce côté-là. La fraternité, on dirait aujourd'hui plutôt la solidarité, c'est ça. Ce n'est pas par nature que l'homme serait forcément et nécessairement vertueux et prêt à être accueillant pour tous ceux qui l'entourent. Donc, on a mis l'égalité au milieu. Et l'égalité au milieu, c'est le rôle de l'État, d'assurer cet équilibre entre la liberté à laquelle chacun de nous aspire et cette fraternité qui devrait être notre mode d'organisation. Or, bien entendu, cette égalité est la cible fondamentale des penseurs néolibéraux. Mais il faut détruire l'égalité. Il n'y a pas, doit pas y avoir d'égalité. Alors, on ressort Darwin, on ressort un tas de théories pour dire que c'est impossible, ça n'existe pas, nous sommes tous différents, etc., etc. Mais là aussi, ce sont des leurres que nous devons bien entendu combattre de toutes nos forces, parce que c'est ce principe qui est le principe directeur finalement de la société dans laquelle nous vivons. Et c'est pour ça que je partage avec d'autres l'analyse qui fait que nous sommes aujourd'hui dans un système qui est post-démocratique, c'est-à-dire la voix des citoyens ne compte pour rien. On a vu l'exemple grec, on a vu l'exemple irlandais, on a vu l'exemple français, où 55% des Français votent non au projet constitutionnel européen, et on repasse ça par la fenêtre sous le nom de traité de Lisbonne sans même changer un paragraphe. Donc ça veut dire, votez ce que vous voulez, de toute façon, on fera ce qu'on a décidé. Donc on a un système post-démocratique, mais on est aussi dans un système post-républicain. Pourquoi? Parce que quand on voit que dans un pays comme la France, un individu peut gagner en 10 minutes et encore peut-être en moins de 10 minutes ce qu'un autre ne gagnera pas en une vie entière de travail, il y a là une rupture qui n'est pas simplement une rupture symbolique. Il n'y a pas d'égalité. C'est-à-dire qu'il y a réellement des classes
des classes privilégiées et des classes qui sont des classes précarisées. Et on souhaite et on veut, au niveau supérieur de l'État, aller de plus en plus vis-à-vis de ça. Vous parlez dans le micro, c'est tout. Bon, chez moi. Bonsoir, je vous remercie, parce que, comme toujours, avec Gérard Mordillat, on n'est jamais déçu. Merci. Et le film est effectivement une très bonne introduction et très pédagogique. Moi, je voulais vous poser la question, donc il est évoqué dans le film que le libéralisme et le néolibéralisme, enfin c'était le libéralisme à l'époque, a été créé, je ne sais pas si on peut dire créé, parce que c'est une évolution, pour éliminer le communisme. Oui, bien sûr. Bon, alors, moi, la question, c'est donc comme on est dans une mondialisation et qu'on met beaucoup les États-Unis face à la Chine, que pensez-vous de la République populaire de Chine, qui se réclame encore du communisme et qui a des... qui gère comme un grand parti capitaliste, avec, bon, c'est vrai que le niveau de la Chine c'est énormément élevé, il y a beaucoup plus de classes moyennes, enfin, il y a des classes moyennes qu'il n'y avait pas avant, etc. Les gens mangent à leur faim, mais il y a des conditions de travail abominables, il se passe des drames sociaux abominables. La liberté, on n'en parle pas, il y a des répressions, d'ailleurs il y a un grand silence, je trouve, sur la Chine, par rapport à tout ce qui se passe. Donc, puisqu'il se réclame encore du communisme, est-ce qu'il ne pourrait pas quand même revoir et repenser, parce que effectivement c'est toujours on disait les apparatchiks en Union soviétique, là je ne sais pas comment on les appelle, les ciné, je ne sais pas quoi. Chic. On pourrait, non, je plaisante un petit peu, mais est-ce qu'ils ne pourraient pas quand même revoir effectivement leur gouvernance, les gouvernances avec des grandes lettres, en redistribuant des capitaux que toujours pareil, hein, c'est pas un système capitaliste, mais ils s'en mettent plein les poches et ils dirigent en plus de façon outrancière. Voilà, je voulais avoir votre avis. La Chine développe un modèle de capitalisme d'État très singulier, très particulier, et je ne crois pas là non plus que l'on puisse assister à un renversement d'organisation de ce côté-là. Mais en même temps, je pense à un moment, donc, le chercheur chinois que nous avons filmé, qui est professeur d'économie de l'université Karl Marx de Pékin, qui est un conseiller de Xi Jinping, faisait une description assez idéale de la Chine, justement sur la question que vous venez de soulever, de la redistribution, etc. Bon, il faisait ça. Et donc, c'était moi qui étais en face de lui à ce moment-là. Je laisse finir son intervention. Je lui ai dit, mais it's a paradise, c'est le paradis. Et là, il s'est marré et il nous a expliqué que c'était pas tout à fait le paradis. Donc, c'est très difficile parce que là, le fossé culturel entre eux et nous, il est terrifiant, mais extraordinaire. Enfin, pour quiconque est allé en Chine, qui est resté un peu en Chine, c'est très difficile d'y comprendre quelque chose, parce que la culture est évidemment ancestrale, immense, il y a une façon d'être, une façon de concevoir la relation à l'État, au parti, etc. Donc, on voit là quelque chose qui... Enfin, ce qui est intéressant à mes yeux par rapport à la Chine, c'est que la Chine ne peut pas et n'apparaît pas comme un modèle alternatif. Ça apparaît
comme une variation très singulière du capitalisme. Mais ce n'est pas un modèle alternatif, alors que l'URSS en son temps pouvait être perçu comme un modèle alternatif, comme une autre façon d'organiser le monde. Pour la Chine, c'est pas ça. Personne ne rêve de la Chine d'aucune manière. Donc vous voyez, c'est là, à mon sens, la grande difficulté. Et je reviens un instant sur la question européenne, sur une chose auquel j'ai souvent pensé et défendu l'idée. Je veux dire, une des grandes erreurs, à mes yeux, de l'Europe, c'est de ne pas avoir associé la Russie. Là, ça aurait changé la donne, parce que la Russie, nous appartenons à la même culture. Ils sont les mêmes que nous, autrement, mais quand même, on est, et à mon avis, on est sans doute, d'une certaine manière, plus proche culturellement des Russes que des Allemands. Mais enfin, si on prend le point de vue, par exemple, il y a une chose qui est très flagrante, c'est sur la pensée stratégique militaire. Les Russes, comme les Français, sont les héritiers de Clausewitz et de Napoléon. C'est cette pensée militaire-là qui structure l'État soviétique, enfin l'État russe aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que l'Europe aurait eu une dimension et une puissance tout à fait différente, et surtout, ça aurait permis justement, là aussi, vraisemblablement, de modifier les relations du pouvoir à l'intérieur même de la Russie. En voulant l'exclure, on force la Russie à se structurer autrement et à se structurer, là aussi, dans une position, je dirais, belliqueuse par rapport à l'Europe. Justement, dans le débat, dans notre documentaire, il est beaucoup question de frôlement entre les deux puissances que sont la Chine et puis les États-Unis. Vous parlez de la Russie, c'est justement la question que je voulais évoquer, parce que finalement, la Russie joue un rôle assez important pour le moins, avec ses alliances, avec ses occupations, comme la Libye, l'occupation avec ses alliances, c'est important. Et puis, il y a aussi une autre idée qui me trotte, c'est qu'effectivement, dans les médias, on présente quand même beaucoup la Russie comme un ennemi. L'Ukraine, il n'y a pas longtemps, a fait une émission sur le fait que, finalement, Poutine, la Russie, c'est un peu pareil. Hein, enfin, bon. Et c'est des ennemis, quand même, c'est des ennemis potentiels. Et ça, moi, ça m'interroge quand même beaucoup sur le futur dans ces relations géopolitiques. Quel est le rôle de la Russie? Moi, je pense tout ça revient, encore une fois, à cette revanche de 1947 des forces les plus réactionnaires qui se sont structurées, évidemment sur la base philosophique d'un anticommunisme foncier. Or, la perception de la Russie, notamment à travers les médias occidentaux et français en particulier, c'est encore un pays communiste, stalinien, etc. Je veux dire, ce qui est un pur fantasme, puisque c'est pas du tout ça, mais c'est ce fantasme-là. Et celui qui a été le grand penseur de tout ça, qui était Hayek, qui était un Autrichien, qui était le théoricien de ce qui va devenir le néolibéralisme, disait, ça répond un peu aussi à votre question sur la Chine, il disait une chose inoubliable, il disait « Je préférerais toujours une dictature qui soutient le marché contre une démocratie qui le récuse. » Voilà, eh bien, d'une certaine manière, tout est dit. Et effectivement, ils se sont mis en place. Alors, les étapes, nous les connaissons. Hein. La première victoire, ça a été l'assassinat d'Allende et la prise du Chili, le retournement complet, puisque je pense que c'est dans cet épisode-là que Pauline le raconte très bien. Au lendemain de l'assassinat d'Allende, la prise du pouvoir par Pinochet, on a fait arriver ce qu'on appelle les Chicago Boys, qui étaient les économistes disciples de Milton Friedman, et qui ont tout renversé ce qu'avait mis en place Allende. Ça a ruiné le Chili, et ça, il le paye encore aujourd'hui. Mais malgré ça, dans la foulée, j'ai envie de dire, Margaret Thatcher a été élue
exactement sur le même programme, Reagan sur un programme exactement équivalent, et c'est là que s'est mis en place ce qu'on appelle le néolibéralisme. Alors après, il y a eu Blair, Schroeder, et puis il y a eu le trio maudit, Sarkozy, Hollande, Macron, qui est la cerise sur le gâteau d'une certaine façon. Mais ça vient de là, ça vient de cette époque-là. Je pense aussi que le discours sur la Russie, c'est un petit peu aussi le discours de l'OTAN. Oui, mais c'est bien très sûr. important, ça, parce que l'OTAN, c'est pas rien, c'est quelque chose d'important aussi. Mais parce que l'OTAN est dirigée, commandée, gouvernée par les États-Unis. Je dirais, et parce que à l'intérieur de l'OTAN, des forces comme les Allemands, comme les Hollandais, etc., sont tout simplement des vassaux des États-Unis. Il n'y a pas d'autre terme à ça. C'est pour ça qu'il faut sortir de l'OTAN. Question ? Oui. Dans l'évolution de son système politique, des différents systèmes politiques européens, est-ce que vous pensez que la France, malgré tout, occupe toujours encore au niveau social une position qui est, comment on pourrait dire, un peu meilleure, entre guillemets, que la plupart des autres pays européens? En tout cas, les pays européens, genre Italie, Espagne, etc. etc. Oui, je pense qu'il reste encore, bien entendu, des traces de ce qu'ont été, j'aime beaucoup la formule du syndicaliste qui disait des conquis sociaux. Eh bien oui, il en reste une trace. Mais enfin, les modifications qui vont être en place en avril, par exemple, pour l'indemnisation du chômage vont être terribles, etc. Je veux dire, on attaque tout ça de tous les côtés. Donc il en reste, heureusement, tant mieux. En même temps, je suis convaincu que ces mesures, qui sont toujours des mesures contre les plus précaires, les plus démunis, les plus pauvres, portent en eux le germe de révolte bien plus violente que tout ce qu'on a connu. Parce que soudain, les personnes acculées, quand il n'y aura plus d'autres solutions que la force et que la force incontrôlée, eh bien l'exerceront. Je trouve que c'est une très très mauvaise politique, mais terrible, enfin qui est une politique, mais encore une fois liée là aussi sans doute aux personnes elles-mêmes. Je pense que jamais de la vie, ni M. Macron, ni M. Philippe, ni M. Le Maire, ne savent, non, en réalité, exercer un emploi tel que l'exerce la majorité des citoyens. Ça leur est totalement étranger, ils ne comprennent pas du tout ce que c'est. Et voilà, alors donc il reste encore des choses, tant mieux pour nous, mais nous devons non seulement nous battre pour les conserver, mais pour renverser la vapeur et pour revenir à des choses qui sont tout simplement, comme disent les Québécois, du simple bon sens. Avant de terminer, oui, il y a une autre question. Avant de terminer, vous parlerez aussi du livre qui est sorti aujourd'hui, qui est ici, là, votre dernier livre. Madame avait une question, je répondrai à la question là. Et puis... Oui, moi je veux bien poser une question. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer d'autres contre-pouvoirs au capitalisme triomphant, et en particulier celui des consommateurs que nous sommes tous, voire des petits capitalistes que nous sommes tous, en ayant des choix éthiques, et également peut-être aussi en misant sur d'autres organisations que l'État, par exemple sur les mutuelles ou sur les... Non mais, il y a une chose que moi, qui fait mon admiration, je l'ai quand même dans beaucoup d'endroits, c'est le système associatif en France. Et quand vous parlez de choix éthiques, il y a des endroits absolument extraordinaires sur l'agriculture, la production, mais même sur les services, etc. Alors bien sûr, ah oui, alors 100%, il faut s'organiser comme ça. Mais ça, c'est évident. Mais sur un plan, je dirais, plus macroéconomique, il y aurait une chose qui changerait tout aussi. Et Olivier Favreau en parlait, je crois, dans la première ou la deuxième
dans le deuxième épisode de notre série, qui serait d'arriver, ça avait été une proposition de François Hollande qui n'a absolument pas tenu, que dans les conseils d'administration, les salariés soient représentés 50% à part égale avec les représentants des actionnaires et avec la capacité de décider, de réfléchir à la fois sur les investissements, sur les modes de production, etc. Ça bouleverserait absolument tout. Et ça, vous avez tous en tête, ça a fonctionné en France, ça a fonctionné avec les LIP, et c'est pour ça que ça a été combattu et écrasé, parce que soudain, c'était l'horreur absolue. Ça montrait par l'exemple qu'on pouvait effectivement produire autrement, vendre autrement, commercialiser autrement et diriger autrement les entreprises. C'est au niveau macroéconomique, mais je vous rejoins entièrement sur la façon qu'en tant que citoyen, il y aurait d'autres façons tout simplement d'agir que d'être dans le système purement hiérarchique que l'on veut nous imposer. Et je trouve que l'exemple des associations est pour moi à chaque fois édifiant. Voilà, nous sommes devant une association, de la capacité d'initiative, d'organisation et de proposition qui existent là. Mais ces propositions, ces organisations ne sont absolument pas entendues par l'appareil d'État. Oui, bonsoir. Je voulais vous poser une question qui rejoint un petit peu ce dont nous venons de parler. Que pensez-vous des mouvements qui se passent en ce moment dans le monde, notamment en Amérique latine, dans certains pays d'Afrique? Je pense aux sans-terre, à tous ces gens qui commencent à se révolter. Et peut-on s'appuyer sur ces mouvements qui, bien sûr, sont écrasés en général par les Américains? Mais est-ce que vous pensez qu'il y a un espoir peut-être de ce côté-là? Il y a un espoir immense de ce côté-là, parce que la phrase est classique, c'est-à-dire que nous avons une force unique qui est le nombre, et que face au nombre, eh bien, au bout d'un moment, forcément, nous l'emporterons, forcément, nécessairement, et bien sûr, et il faut là aussi, chaque fois que c'est possible, et de quelque manière que ce soit, soutenir ces mouvements, bien sûr, mais là aussi, on constate que c'est tout simplement cette quête absurde et criminelle du profit pour le profit, avec ce grand fantasme, mais qui remonte, alors là, carrément, je dirais, à la fin du XVIIIe, qui est de faire de l'argent avec de l'argent. C'est-à-dire sans rien d'autre. Il n'y a plus d'entreprise, il n'y a plus de salariés, il n'y a plus de syndicats, il n'y a plus de code du travail, il n'y a plus rien. Et l'argent, miraculeusement, produit de l'argent. Pourquoi faire? Pour rien faire, sinon pour produire de l'argent. Et c'est ça qui est à la fois... c'est effrayant et en même temps, c'est un côté absurde. On se dit, mais comment arriver... Comment peut-on penser ça? Comment les individus qui défendent ce point de vue-là arrivent à le penser? C'est le pouvoir de l'argent, en fait. Parce que plus on a d'argent, plus on a de pouvoir. Oui, mais c'est pour... Oui, non, mais c'est même... oui, c'est ça, bien sûr. C'est simplement Bertrand Roté qui a été... un moment qui a travaillé chez Bouygues où il s'occupait de je ne sais plus quoi, un poste de direction, nous racontait que le grand souci de Martin Bouygues, c'était de vérifier combien avait gagné Bernard Arnault, combien gagnait machin, pour être sûr d'en avoir plus que lui, ou essayer d'en avoir plus que lui. Et que c'était une chose... c'était ça qui le préoccupait profondément. Vous avez parlé tout à l'heure des sans-papiers. Des sans-terres. Il y a un mouvement des sans-terres qui est parti de l'Inde il y a tellement longtemps, il y a quelques mois déjà, peut-être que vous êtes au courant, et qui font, à la fois en marchant, mais pas uniquement, je pense, parce que c'est quand même loin, et ils vont se rendre à Genève, et ils passent par l'est de la France au mois d'octobre, je pense. Donc on peut aussi aller les rejoindre et marcher avec eux. Ils vont passer plutôt vers l'est de la France, pour se rendre à Genève. Voilà. Et c'est notamment le mouvement Les Sans-Terres. Voilà. Alors, Guy me demande de dire 2 mots sur les livres.
livre Les lois du capital ne sont pas du tout, c'est un livre que j'ai écrit avec Bertrand Rotté, ce n'est pas du tout le verbatim de nos émissions, ce sont nos propres réflexions, nos propres hypothèses, nos propres développements sur le même thème, sur les mêmes thèmes. C'est une chose qui finalement tient presque le journal de nos travaux pendant les 3 ans que nous avons consacrés à cette série, nos lectures, nos réflexions, etc. Donc c'est une chose singulière, c'est pas simplement, c'est pas le décryptage d'émissions, ce qui n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Et puis le libraire m'a fait la surprise, le plaisir et la gentillesse d'avoir aussi un livre qui paraît aujourd'hui même, qui s'appelle Quartier de noblesse, dans une petite maison d'édition, qui a eu l'idée saugrenue d'en faire une couverture jaune, ça va très bien, de faire une 4e de couverture jaune aussi, mais sur lequel le texte est imprimé en blanc. C'est un test pour les ophtalmologues. C'est-à-dire qu'on ne voit pas du tout. Et ce livre, qui est un livre auquel je tiens beaucoup, est une réponse à Jack London. Jack London a écrit un texte qui s'appelle « Ce que la vie signifie pour moi ». Et on m'a offert ce texte, l'éditrice m'a offert ce texte, puisque la collection s'appelle « Ce que la vie signifie pour moi ». Et je lis ça, et Jack London commence en disant que, venu de la classe ouvrière, toute son ambition, toute sa vie a été de s'élever dans la société, de connaître les hautes sphères, de connaître l'élite, de connaître, etc. Alors j'ai répondu que moi aussi, je suis né dans la classe ouvrière, mais s'il y a bien une idée qui ne m'a jamais traversé la tête, c'était de rejoindre je ne sais quelle élite, les hautes sphères de la société, le grand monde, etc. Et pour une raison extrêmement forte, et pas si paradoxale que ça, c'est que je ne voyais pas ce qu'il y avait de supérieur à la classe ouvrière, puisque, selon la formule bien connue de Marx, nous étions appelés à transformer le monde. Une sorte d'élection, presque une élection au sens religieux du terme. Et quoi de supérieur à cette religion? Quelle ambition, ça! Donc, j'ai répondu à Jack London. Alors, je vous rassure, à la fin, nous sommes réconciliés, puisqu'à la fin de son livre, Jack London explique qu'il s'est trompé totalement et il appelle à la révolution. Moi aussi.